Je dois vous dire qu'à l'enregistrement, j'avais pas du tout anticipé la durée de ce que vous allez voir. Donc cette vidéo est arbitrairement découpée en deux. La première partie, c'est ce que vous êtes en train de regarder, et la deuxième partie arrivera la semaine prochaine. Bonjour tout le monde, et oui, le décor n'est pas habituel, mais c'est un épisode quand même, et l'épisode d'aujourd'hui est un petit peu particulier, parce qu'en fait ça va être une interview. Et aujourd'hui j'ai deux invités de marque. D'ailleurs je remercie Marc de les avoir invités. Bon ça va, ma vanne ne fait pas tout à fait un four. Bon, alors normalement le premier, vous le connaissez déjà, et si jamais vous vous rappelez plus de qui c'est, je vais te demander, Gilles, de nous redire un petit peu qui tu es. Je m'appelle Gilles Munch, j'ai 64 ans et je suis donc de formation technologique. Je termine ma carrière d'enseignant et durant ma vie, j'ai été amené très tôt à m'intéresser à l'astronomie. Mais c'est pas pour ça que les gens sur la chaîne te connaissent. Me connaissent, c'est parce que peu de temps après, je me suis intéressé à l'ufologie, donc aux histoires d'ovnis, de pans et de choses comme ça. Et par voie de conséquence, plus tard, quelques années après, au Crop Circle. Et donc, j'ai eu l'occasion de, grâce à vous, directement, d'intervenir sur le Crop Circle de Sarah le Prof l'été dernier, ce qui a valu beaucoup de rebondissements. Et tu as conscience que c'est dans ce local où tu te trouves maintenant qu'a été ourdi le complot du Crop Circle. Voilà, alors que je dormais tranquillement pendant ce temps-là. Je ne savais pas que se fourbissait en cachette quelque chose qui allait m'entraîner et m'occuper une partie de la fin de l'été, de l'automne on va dire surtout. Et donc du coup tu es venu accompagner, et donc Eric, tu vas avoir droit au même exercice, tu vas pouvoir nous dire un petit peu qui tu es. Eric Maillot, enseignant en retraite, 60 ans. Comme Gilles, je me suis intéressé à l'ufologie. Avant, je vais quand même préciser que l'intérêt, globalement, depuis de très nombreuses années, depuis ma jeunesse, c'est quand même un intérêt scientifique global pour les sciences et les technologies, je pense, comme Gilles aussi. Et qui m'a amené, dans ma jeunesse, à étudier non seulement la conquête spatiale, mais tout ce qui était relatif à l'espace et les histoires d'ovnis. Et donc, Gilles, normalement, ceux qui connaissent la chaîne le savent déjà, mais tu as enquêté par un moment pour le GEPAN. Par contre, on ne peut pas directement dire que tu es enquêteur du GEPAN. Tu es enquêteur du GEPAN uniquement quand le GEPAN... Je suis occasionnel, c'est-à-dire que je suis un collaborateur GEPAN depuis 12 ans maintenant, et parce que je faisais beaucoup d'enquêtes, et je fais toujours beaucoup d'enquêtes ufologiques à titre personnel, et que par différents concours de circonstances, j'ai été amené à collaborer avec le GEPAN, et je collabore encore actuellement avec le GEPAN, mais de façon des missions très particulières, de façon... Donc c'est eux qui t'appellent en fait. Voilà, c'est ça, je ne suis pas membre du GEPAN en tant que tel, je suis juste un des multiples collaborateurs occasionnels. Voilà. Et donc Eric, toi, ton lien avec le GEPAN, avec Gilles... Mon lien, c'est l'aspect critique et sceptique des travaux du GEPAN depuis son existence en 1977. Donc c'est l'analyse critique des cas qui ont été mis en avant comme les plus insolites. Et disons que mon rôle, c'est le petit aiguillon sceptique. Celui qui vient faire chier, l'empêcheur de tourner en rond. Celui qui vient peut-être réorienter les choses pour qu'elles tournent un peu plus rond. C'est ce qui s'est passé en fait à partir des années 2007 et la sortie du livre Les ovnis du CNES. Voilà. C'est une autre façon de collaborer. C'est ça, un regard extérieur et... en toute indépendance. Tu as fait avancer le schmilblick. Je pense, oui. Je pense essayer de continuer parce que de temps en temps aussi je communique avec le GEPAN de façon très ponctuelle pour signaler des choses qui me paraissent bizarres. Ouais, parce que, donc, histoire d'expliquer un petit peu plus pour les gens qui vont regarder la vidéo, en gros, toi, ce que tu as fait dans un premier temps, c'était de relever les incohérences et les problèmes qu'il y avait dans les enquêtes du GEPAN. Oui. Ça, c'est un raccourci, hein. Ça, c'est dans les années 90. Sinon, avant, j'étais ce qu'on appelle parmi les bons croyants ou les tenants de l'hypothèse extraterrestre. On va dire que la culture scientifique, mon bagage scientifique et ma curiosité surtout, a fait que je suis allé vérifier un tas de choses, y compris les dires officiels et scientifiques. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche, l'esprit critique, de toute façon. Voilà, tout à fait. Et donc, tous les deux, vous avez participé aux expéditions en Angleterre qui ont débouché sur le rapport VK.
Donc bon, je vais quand même pas pouvoir m'empêcher de vous demander de m'en parler un petit peu avant qu'on passe à la suite, hein, parce que bon, disons que sur la chaîne Astronogeek, il y a un petit passif, on va dire petit, avec le rapport VK. Donc si vous pouvez éventuellement m'en dire 2-3 petites choses, et puis ensuite on enchaîne. Je peux parler en premier peut-être en tant qu'auteur du rapport VK. Puis surtout, premier à être allé sur place en 80. En fait, je suis avec une amie ufologue qui habite à Haute-Marne à l'initiative d'un voyage en Angleterre en 89 pour aller voir les Crop Circle, parce qu'en tant qu'ufologue, on était forcément intéressé par les cas d'OVNI, les cas d'OVNI avec traces, ça fait partie des cas comme les cas photos à l'époque, fait partie de ce qu'on cherchait le plus, en cherchant des preuves. Et effectivement, à l'époque, c'était dans les revues ufologiques. Voilà, ouais. Et donc c'est apparu dans les revues ufologiques, on s'est dit, tiens, c'est certainement l'occasion d'aller voir des traces récurrentes. Donc là, on peut non seulement en parler, mais on peut constater, on peut mesurer, on peut vérifier des choses. Donc autant y aller, l'Angleterre, c'est pas très loin. Dans l'été, ça passe l'été, on a des congés professionnels, donc on va essayer de monter une petite expédition en 89 pour aller voir ça. Donc nous y sommes allés à un petit groupe. Nous sommes revenus assez étonnés, emballés par ce qu'on avait vu. On a rencontré les spécialistes de l'époque là-bas et on a fait un petit compte rendu à tous nos amis ufologues qui travaillent avec nous habituellement, mais qui n'avaient pas eu l'occasion d'y aller pour différentes raisons. On leur a fait un compte rendu, on leur a montré les photos, on a dit c'est super intéressant, il faut y retourner. Il y a eu un enthousiasme collectif, donc on a décidé fin 89, même en l'automne 89, de monter une expédition, donc un projet sur un an. Donc pendant un an, on a travaillé assez sévèrement, oui, pour préparer cette sous forme de petits projets, donc chacun a été responsable pour faire un travail collectif. En 90, l'été 90, donc retourner à plus nombreux de façon très organisée cette fois. Donc on a préparé tout ça, on a même fait entre-temps, avant de partir, une expérience à Verde avec un truquiste de télévision à retraite qui nous a fait un faux Crop Circle pour savoir si c'était faisable. Tout ça sous contrôle huissier. Et sur la base de cette expérience et de toute notre préparation, nous sommes partis en 90, donc faire 15 jours en Angleterre, toute l'équipe, à faire un nouveau travail. Et le résultat, ça a donc été le rapport VK que... Oui, fin 90, on n'avait pas tout à fait pas compris, mais on commençait à avoir beaucoup d'éléments. Et en 91, on y est retourné, on a commencé à comprendre les choses. 91, 92, on a vérifié. Puis après, le rapport VK... Bon, ça s'arrêtait, l'expérience s'arrêtait parce qu'on considérait qu'on avait fait le tour de la question. Et j'ai pris l'initiative parce que j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir, qu'il ne reste pas de traces de tout ça. Je me suis dit, je vais essayer de faire la synthèse, c'était un peu une déformation professionnelle, un résumé de ce qu'on avait fait. Puis de fil en aiguille, j'ai rédigé le rapport VK, j'ai montré à mes camarades qui n'avaient rien de particulier à rajouter ou à enlever parce qu'ils étaient entièrement d'accord avec moi. Et puis ce rapport VK a été diffusé. Puis voilà, on a oublié jusqu'à ce qu'il ressorte à cause de quelques petits amateurs qui ont été gambadés dans les champs la nuit. Que je dise pas de conneries, bon, il a été édité le rapport VK. Oui, de façon assez confidentielle. Sinon, il est disponible en ligne. Hein. Il est disponible en ligne, gratuitement, en PDF. Ouais, et de toute façon, pour ceux que ça pourrait intéresser, le lien en description de la vidéo. Mais c'est pas pour ça que vous êtes venus aujourd'hui, parce que bon, vous êtes donc tous les deux, on peut dire ufologues du coup, hein? Non. Ça. Non. On dit quoi alors? Moi, ça me gêne pas. Moi, je dirais curieux enquêteur. Non, mais le terme, parce que Patrice et Francine, eux, ils disent ufo-sceptique, mais bon, en gros, vous étudiez les phénomènes ovnis, donc. Voilà. Mais le terme ufologue, c'est le vrai terme, tu as tout à fait raison. Ouais. Mais c'est tellement galvaudé que ça devient. On est d'accord. Un tas de gens les étiquettes n'ont pas de sens. C'est ça. Un tas de gens sont. Il y a le logos qui a été oublié, donc il y a eu beaucoup d'ufomanes, beaucoup d'ufophiles, etc. Mais donc, en gros, vous levez les yeux au ciel et vous cherchez à y voir des trucs. Et notamment, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, Gilles. Tu t'es rendu compte que beaucoup de cas d'OVNI pouvaient être expliqués par un phénomène naturel en particulier, c'est les rentrées de bolides, rentrées atmosphériques artificielles ou plus souvent naturelles, donc les bolides, les grosses étoiles filantes, comme on va en parler plus tard, qui ont, vu par des gens qui sont surpris et qui ne connaissent pas forcément l'astronomie, se posent la question de ce que c'est, ça se transforme assez rapidement en ovni, en pan, on peut appeler ça comme on veut, et on en trouve beaucoup, donc à travers nos enquêtes, on en trouve aussi au travers des enquêtes GEPAN, on trouve un certain nombre de cas qui s'expliquent tout simplement par des rentrées atmosphériques. Notamment, alors, moi ce qui m'a fait amener
cet intérêt pour les bolides, c'est la vague de 54, parce qu'en fait, je suis en train de réaliser que ça a commencé avec ces histoires d'ovnis de la vague de 54. Et donc en 1954, il y a eu beaucoup d'observations d'ovnis, y compris les rencontres rapprochées du troisième type, beaucoup d'ailleurs. Mais c'est une vague qui a été marquée par de très nombreuses observations de bolides en France, mais qui n'étaient pas reconnues comme telles. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à étudier ça, puis à comprendre que certaines descriptions bizarroïdes, notamment par exemple des histoires de panne de moteur de véhicules, pouvaient commencer à avoir une explication avec des bolides, et avec la confirmation qu'il y avait des milliers de témoignages ou des centaines de témoignages dans une région, et que c'était quand même assez anormal pour le domaine de l'ufologie, où en général il y a un, voire deux témoins. La plupart du temps, c'est ça. Quand on recensait d'ailleurs, il y a même eu la fameuse époque, la belle époque des ovnis, où on faisait zigzaguer l'ovni, c'est-à-dire que les gens donnaient une heure approximative, et dans le milieu ufologique, on disait, bah tiens, à Tours, il y a un gars qui avait quelque chose à 18h30, ah mais c'est le même ovni qui a été vu à 19h35, donc tout était pris au pied de la lettre, et donc avec un peu de recul, on se rend compte que ce sont les mêmes informations qui se rapportent au même phénomène, vu à haute altitude, et ce qui explique le grand nombre de témoins. Bon, et donc, marge d'erreur, avant d'aller plus loin pour parler du phénomène des bolides, je pourrais le faire moi-même, mais si déjà je vous ai vous ici, je vais faire en sorte que ce soit vous qui m'expliquiez ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est un bolide? Avant même de parler d'observation ou quoi, physiquement, ce que c'est un bolide. Alors, avant de passer à l'explication du bolide, on va déjà commencer par celle de l'étoile filante, une représentation que tout le monde a plus ou moins déjà observée ou au moins entendu parler, avec la fameuse nuit des étoiles filantes au mois d'août. Donc les étoiles filantes sont des petits débris, des petites poussières qui viennent de queues de comètes. Donc les comètes, lorsqu'elles circulent dans le système solaire, laissent derrière elles un ensemble de poussières, elles se désagrègent. Et lorsque la Terre repasse dans ces queues de poussière, elle croise donc ces petites particules qui rentrent dans l'atmosphère avec une très grande vitesse qui va de... On parle de plusieurs kilomètres par seconde, voire plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Bah justement, on peut dire que c'est sensiblement au-delà des 14, à peu près, on va dire ça, 14 km secondes, jusqu'à 73-76 km secondes, selon l'orientation de la particule. Voilà, puisqu'il y a des problèmes de vitesse, de rotation, enfin de révolution de la Terre, etc. Vitesse relative. Et comme la Terre fait son orbite autour du Soleil, tous les ans, elle repasse dans cette même zone polluée par une comète, et c'est pour ça que tous les ans, on peut voir ce même essaim des Perséides. On a l'essaim notamment des Perséides, mais des essaims tout au long de l'année, il y en a une bonne centaine, et donc des queues de comètes, en fait, on croise ces noyaux de poussière, noyaux de poussière. Ces petits tubes de poussière, on les croise très très fréquemment. Et on n'a pas besoin de grand chose non plus, parce que finalement, un objet d'un millimètre. Alors justement, ça c'est ce qui est intéressant de savoir, c'est que on parle de poussière, et qu'au maximum, en taille, ça va jusqu'à de l'ordre de débris qui peuvent être pas autre chose que des poussières de comètes. C'est pour ça que je disais, c'est généralement, ça peut être des petits débris d'astéroïdes qui sont en dessous du centimètre. C'est très souvent millimétrique. Donc, lorsque ça rentre dans l'atmosphère, vu leur petitesse et leur grande vitesse, il y a un échauffement qui se crée, et à partir de là, ils deviennent très lumineux. Donc ils s'enflamment, ils s'ionisent en fait, et ils se détruisent totalement. Donc ça, c'est la particule qu'on appelle étoile filante, et on voit donc une traînée qui dure quelques secondes, et qui, cette combustion, entre guillemets, encore une fois, parce que ce n'est pas vraiment une combustion, cet échauffement, avec cette luminosité, se produit à peu près entre 120 km d'altitude et se termine dans les 70 km d'altitude. On va voir que pour les bolides, il y a des choses qui sont... justement, il y a des nuances. Et on parle d'étoiles filantes en dessous d'une luminosité. Si on compare par exemple avec Vénus, Jupiter... Tu peux parler en magnitude si tu veux, parce que j'ai déjà évoqué la magnitude sur la chaîne. D'accord, voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas trop aborder. On parle de magnitude -4,
en général qui correspond à celle de Vénus-Jupiter. Il y a Sirius aussi qui doit être dans ces eaux-là. Donc, lorsque on est en dessous de ces magnitudes-là, on reste dans l'étoile filante. Donc souvent très courte durée et très petite taille. Et très haute altitude. Après, on en arrive, et puis donc on a parlé, tu disais, la récurrence annuelle, et parfois même sur des cycles de 33 ans pour les Léonides, avec C'est ça. les pluies, ce qu'on appelle cette fois-ci les pluies, encore entre guillemets, c'est-à-dire qu'une grosse quantité Oui, c'est inhabituelle. Quand on parle de pluie, les gens ont tendance à se dire ouais, on va les voir fuser, alors qu'en fait c'est 1 ou 2 par minute. Et quand on parle d'essaim, pareil, si on se figure ne serait-ce qu'un essaim d'abeille ou quoi, c'est quelque chose de dense, alors que là, non, c'est quelque chose d'extrêmement épars. Il est vrai que les périodes de pluie des années 1933 et 66 pour les Il y a eu des Léonides, périodes assez sympathiques. c'était quelque chose. Mais en ça fait, y allait. il suffit que la comète repasse sur son orbite pour réalimenter un petit peu le nuage et ça. Là, pour celle-là, ça c'est reprend son un souffle. cycle de 33 ans pour les Léonides, je crois. Je l'ai vu en 99 et c'était assez impressionnant. Donc, ça, c'est donc la répétitivité. Il n'empêche qu'il existe dans les étoiles filantes ce qu'on appelle des sporadiques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de direction privilégiée, pas de date privilégiée, ni rien. Donc, Parce que bon, l'espace est quand même un petit peu. Il y a des cochonneries qui traînent, on va dire. Exactement. Et puis, que ce soit une étoile filante d'origine qui provient d'un astéroïde ou de n'importe quel débris naturel, ou bien un boulon de satellite ou n'importe quoi, des rentrées atmosphériques, en fait, il y en a tout le temps. Exactement. Les petits débris spatiaux, effectivement, vont donner une étoile filante. Ils sont tout petits, en dessous du centimètre. C'est exactement le même. Alors, je vais peut-être dire une connerie, donc il faudrait peut-être que je le vérifie avant de le mettre dans la vidéo, mais on compte les chutes d'objets sur Terre en centaines de tonnes tous les ans. Oui. Je ne sais pas si vous avez un chiffre plus précis, mais De toute façon, je pense que c'est surtout des estimes. Enfin, pour ce qui est des bolides, je crois qu'on en est à 200 chutes. Alors là, c'est pas en tonnage, c'est 200 chutes par an en dessous d'une taille de 10 mètres pour les bolides, quelque chose comme ça, sur l'ensemble de la Terre. Donc ça veut dire que ça se produit. c'est un phénomène, quoi. C'est pas quelque Ça chose se produit de rare. régulièrement, Voilà. mais pour un espace et un lieu donné, ça devient un phénomène rare, C'est ça. vu l'immensité de la Terre. Et donc, la différence entre l'étoile filante qui va se désagréger complètement dans la haute atmosphère et le bolide, c'est surtout que le bolide, lui, si ça se trouve, il est suffisamment gros pour ne pas se désagréger. On est dans effectivement un registre de taille, et non seulement de taille du coup, mais aussi de matière, parce que la majorité des bolides sont d'origine, on va dire, ils viennent de la ceinture d'astéroïdes, donc ce sont des matières qui ne sont pas cométaires mais solides. Donc ce sont des débris de planètes qui circulent dans la ceinture d'astéroïdes, pas de planètes mais de débris solides, costauds, Oui, enfin, des roches, quoi. Des roches, ouais, des débris rocheux. Ou des métaux. Voilà. Des fragments de des planètes, fragments soit de planètes qui n'a pas réussi à se protoplanètes, faire, quelque soit de- chose voilà, comme ça. soit de Tout planètes ce qui n'a pas déjà fini sur une planète, en fin de compte. Des résidus, c'est notamment pour ça qu'on aime bien les étudier, c'est parce que la plupart sont des résidus de la matière première du système solaire, de ce qui existait avant la formation des protoplanètes puis des planètes. Donc ils ont un intérêt scientifique assez important. Oui, ou même de ce qui existait avant, ou même de collisions qui ont pu avoir lieu après coup et qui sont venues ensuite s'amasser dans cette zone-là. C'est ça. Donc on a réservoir. un matériau, un réservoir d'objets pesants, consistants, et qui commencent à atteindre des tailles. Donc on dépasse le centimètre et on va arriver au décimètre, au mètre, et pourquoi pas après, exceptionnellement, à des dizaines de mètres, etc. Et puis on rentre dans les fameux grands astéroïdes qui Chicxulub au Mexique avec l'extinction des dinosaures. Donc dans l'histoire de la Terre, il y en a eu une bonne Et vingtaine, donc, une en cinquantaine. fait, si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est parce qu'une des conséquences de la taille de ces bolides, c'est que quand ils se consument, ils ne se consument pas forcément entièrement. Alors, Et donc- on va revenir justement sur la différence avec l'étoile filante. Donc, lorsque ce morceau qu'on appelle météoride ou météoroïde à l'époque, dans les années 1800, c'est plus facile de dire météoride. Le météoride, lorsqu'il
entre dans l'atmosphère. En plus, il y a comme qui dirait un potentiel de blague aussi. Tu étais chez le médecin parce que tu avais des météoroïdes. C'est ça. Voilà. Non, mais déjà à dire, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est. Donc, il parlait même d'aérolite. Donc, Oui. les pierres qui tombent du ciel. Sidérolite aussi. Sidérolite, lorsque Oui, c'était d'ailleurs, du ils ont métal. longtemps pensé aussi que c'était des trucs qui étaient éjectés par les volcans, y compris quand il n'y a pas de volcan aux alentours, parce que Voilà. À l'époque, ils cherchaient une explication. comprend, hein. Et donc, ces fragments de roches ou de métaux, lorsqu'ils rentrent dans l'atmosphère, donc pareil, à 120 à peu près kilomètres d'altitude, commencent à s'échauffer, comme les étoiles filantes, puis ils continuent, vu leur grosse masse, ils ne sont pas totalement détruits. Donc c'est ce qu'on appelle l'ablation, qui avec l'échauffement creuse la roche, et vers les, on va dire 15 km d'altitude, ça peut être vers les 30, très variable, entre 30 et 15, le météore devient extrêmement brillant à 30 km, et soit il était suffisamment petit, donc en dessous du décimètre, il a brillé, il s'est totalement détruit, et donc là on est sûr qu'il n'y aura pas de météorite. Donc on aura eu un joli spectacle visuel, mais pas assez de masse, de matière, pour que ça donne quelque chose au sol. Donc on sait qu'en dessous de 10 kg et de 1 décimètre de matière, c'est même pas la peine. Ouais. Ceux qui sont beaucoup plus gros que ça, eux, vont atteindre les couches plus basses, donc vont arriver vers l'altitude de, je disais, on va dire une quinzaine de kilomètres. Et là, ils vont être freinés et vont s'éteindre. Il n'y aura plus de lumière. Mais comme ils sont suffisamment lents, bah, ils ne se consument plus non plus. Exactement, il n'y a plus assez de vitesse, plus assez de frottement, ils sont ralentis, et donc pas de luminosité. Et là, il se passe ce qu'on appelle le vol noir, et tombe au sol un objet qu'on appelle la météorite. Donc il sera soit pierreux, soit métallique. Et les météorites, bon, j'en ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne, mais on va pouvoir en reparler parce que bon, elles ont quand même, c'est ce que j'ai dit avant, elles ont un intérêt scientifique indéniable. Et puis si c'est pas un intérêt scientifique, c'est aussi un intérêt, ne serait-ce que pour un collectionneur ou quelqu'un qui veut une belle pièce dans son salon, météorite, ça fait toujours son petit effet. Objet de rareté. On est bien d'accord, c'est quelque chose qui a, justement, par la rareté. Alors, je reviens sur, pareil, une comparaison avec les étoiles filantes, au niveau de la rareté. On a dit qu'il y avait une récurrence dans les étoiles filantes, il y avait des périodes, etc. Alors que les bolides, c'est aléatoire. Ce sont le hasard de choc, la gravitation, la pression de radiation, etc., qui ont fait que ces objets-là se sont déplacés et qu'un beau jour, ils arrivent vers la Terre. Mais c'est totalement imprévisible. Donc, c'est quelque chose qui est issu du hasard et qui autant on peut prévoir les seins des Perséides, autant le bolide, on ne peut absolument pas l'anticiper. C'est ça, il surprend tout le monde. À moins que ce soit les énormes Earthgrazer, ceux-là, les raseurs de terre. Disons que si c'est un objet qu'on suit depuis longtemps. Les géocroiseurs qui sont repérés et suivis, ça sent depuis pas très longtemps, oui, quelques et on en découvre encore tout le temps. Et ça n'arrête pas, effectivement. Donc ceux-là sont énormes, on s'en inquiète, mais les plus petites tailles passent au travers des mailles et puis tombent sur Terre. Et donc donnent des très belles surprises au niveau... Donc, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu aussi de l'intérêt scientifique qu'il y a à retrouver justement ce caillou dans la pampa une fois qu'il est tombé ? Alors, oui, ce qui intéresse particulièrement les scientifiques, c'est le principal intérêt des météorites, c'est ça. D'abord scientifique, après ça peut avoir plein d'intérêts esthétiques, culturels et autres. Mais le premier intérêt, c'est scientifique, parce que ça permet aux scientifiques de pouvoir observer de près de la matière qui n'est pas terrestre, de matière extraterrestre. Mais là, tout à fait naturelle. C'est-à-dire qu'à partir de ces corps qui arrivent, ils sont vite aperçus qu'il y avait des différences entre les diverses météorites qui étaient récoltées. Elles ont des aspects différents, des natures différentes, des compositions complètement différentes, variables. Et à partir de là, ça doit s'expliquer. Donc ça permet de questionner le scientifique, de se poser des questions et de chercher des réponses. Donc ça va au fil des années, des décennies, des siècles. On s'est aperçu qu'il y avait toute une classification qui pouvait être établie, qui s'est progressivement établie et qui continue encore à évoluer de nos jours pour
s'apercevoir qu'il y a des météorites dites différenciées, non différenciées, etc. Donc toutes des catégories, on ne peut pas rentrer dans le détail parce que ça mettre trop loin. Pour le dire un petit peu, on a la chondrite. La chondrite qui est surtout des corps Ou qui alors, viennent... globalement, les pierreuses, parce que Les pierreuses, les mixtes, c'est-à-dire qu'il y a un peu de métal et un peu de pierre, et les métalliques ou sidérites. Et effectivement, après, si tu remontes dans les pierreuses, il y a les chondrites et les achondrites. Voilà, tu as les chondrites qui sont faites de petits corpuscules agrégés. Tu as la sidérite qui va être un plus gros morceau de ferraille. Et après, tu as la météorite différenciée comme palacite qui, elle, va probablement provenir du manteau d'un corps plus gros qui a été différencié, qui a été percuté, et ce morceau-là est parti dans l'espace. Donc rien que le fait de savoir ça, déjà ça nous en apprend un petit peu sur la mécanique spatiale, etc. Comment les astres se sont formés, comment les planètes se sont formées, quels sont les chocs qui ont pu faire éclater certains astéroïdes différenciés pour expliquer. Et les recomposer par des brèches ou des choses comme ça. Et on peut même remonter jusqu'à l'origine de certains objets comme ça. C'est pour ça qu'on sait que certains objets viennent de Mars, d'autres de la Lune, en fonction de leur composition. Voilà, tout à fait. Et maintenant, avec les moyens d'investigation modernes qu'il y a, donc le microscope électronique, la sonde ionique, etc., on peut aller très très loin dans les études isotopiques. Donc maintenant, c'est de la science profonde, la science dure et très profonde, et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et ces météorites-là, quand ils en trouvent des nouvelles qui apportent un élément pour les différencier de celles qu'on connaît déjà, c'est des grosses avancées scientifiques. Et il y a énormément d'études qui sont menées. Donc c'est d'un intérêt majeur. Et il y a beaucoup d'argent dépensé pour pouvoir analyser et étudier ces météorites partout dans le monde. C'est aussi une sorte de stimulation scientifique sur les techniques, par exemple, de datation. Ça amène des challenges, savoir à quelle époque la chute a pu se produire, parce qu'on n'observe pas toutes les chutes. On retrouve certaines météorites, mais on ne sait pas forcément à quel moment. Donc ça pose des questions et ça permet à la science d'aller chercher des techniques, notamment isotopiques, etc., qui sont discutées, remises en cause, comparées, et donc ça fait avancer beaucoup de domaines de la recherche et la technique. La recherche scientifique de pointe. Hein. Mais là, on est confronté à un problème. C'est que pour retrouver une météorite, faut se lever tôt le matin. C'est pas coton. Dites-moi un petit peu quel genre de difficultés on peut rencontrer justement si on cherche une météorite. Oui, donc c'est compliqué parce qu'effectivement on a le problème de la végétation, le problème de la grande surface sur la Terre, les grandes surfaces d'eau ou marines. Et puis simplement, après, tu as des zones où c'est peut-être plus facile de les trouver, genre le désert, tu vas au milieu du Sahara, bon les cailloux y tombent, mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un pour aller les chercher. Justement, alors ça ce qui est intéressant, c'est que les zones les plus difficiles d'accès, ou les moins vivables, comme l'Arctique et l'Antarctique, et les déserts, sont les zones idéales pour pouvoir les repérer, les voir. Par contre, c'est pas facile d'y accéder. Tout le monde n'a pas accès et ne peut pas vivre longtemps facilement dans un désert. Quand il fait 40 ou moins 40, il faut se prendre le temps d'aller les chercher, les cailloux. C'est ça. C'est non seulement la distance, mais en plus supporter les conditions dans lesquelles on doit vivre. Et pour les déserts, en général, laissent les météorites telles qu'elles sont tombées, puisque ce sont des zones où il y a eu très peu de pluie, très peu d'érosion. Hormis le vent et le sable, mais dans ces cas-là, si c'est du sable, on ne les voit pas, donc c'est même pas la peine d'y penser. Et pour ce qui est des régions polaires, ce sont surtout des regroupements, des sortes de glaciers qui ont regroupé des ensembles de météorites qu'ils ont drainés au fil des millénaires, et donc qui s'amassent à certains endroits particuliers. Et là, les chercheurs savent qu'on peut les repérer facilement, parce qu'en général, c'est quelque chose de noir ou brun, si ça s'est oxydé. Sur une masse blanche, c'est très facile à repérer. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Tcheliabinsk. Malgré le fait qu'il soit tombé, c'était dans quelle région? C'était dans l'Oural, en Sibérie? Je ne sais plus où c'est Tcheliabinsk. Précisément, à la limite, on s'en fout, parce que bon, c'est quand même une partie russe, sur le continent, le plus gros fragment a quand même trouvé le moyen de tomber au fond d'un lac. On est bien d'accord. Ouais. Avec à l'époque même. Il avait fait un beau trou, c'est comme ça qu'il avait. Des gens qui doutaient même que ce gros trou, ce trou qui n'est pas si énorme que ça en plus, non, finalement. Soit puis bien circulaire, soit vraiment le résultat d'un impact. Ceux qui y croyaient sont allés chercher, mais le problème c'est qu'ils sont allés chercher au mauvais endroit. C'est que c'est pas au fond à la verticale, il faut chercher, il faut connaître le sens d'arrivée de l'objet.
D'ailleurs, ça c'est en rapport avec un petit peu notre quête, c'est trouver la trajectoire et le sens d'arrivée de ces fameux En plus, bolides. c'est des objets qui, justement, pour les météorites ferreuses, qui sont quand même... c'est pas toutes les météorites, mais celle-ci, je crois que c'était le cas justement à Tcheliabinsk, on a affaire à des objets... Non, c'était pas le cas? Non, c'est une ferreuse. brèche, c'est une brèche. C'est pas une ferreuse. Je crois que c'est une brèche. Bon, je dois dire une connerie. Mais bon, en tout cas, les ferreuses, il y en a une qui est tombée en France aussi, en Alsace, je crois. Enfin, c'est des objets qui, pour un volume relativement restreint, ont une masse très importante. Le fer, c'est quelque chose d'extrêmement dense. Et on se retrouve avec des objets qui... Enfin, bon, voilà. C'est vérité. Donc, Peut-être ajouter deux, trois raisons supplémentaires pour la difficulté de trouver une météorite. Donc, on vient de voir le fait qu'elle peut tomber majoritairement dans des zones où ce sera soit difficile d'aller les chercher, même si on les voit bien. C'est le problème Parce que géographique. c'est des zones hostiles. Et puis d'autres zones, c'est de la mer, c'est l'océan, etc. Il y aura d'autres zones où ça va tomber dans les forêts, donc c'est inextricable dans la végétation. Donc ça, c'est certainement le plus gros problème. Mais il y en a d'autres, c'est déjà que c'est un phénomène lumineux qui est très bref, qui dure quelques secondes, à quelques dizaines de secondes, 1 ou 2 minutes maximum, c'est déjà... 2 minutes, ce sera le grand max. Voilà. On est d'accord. Donc c'est assez rare. Il faut déjà avoir la chance de le voir. 2 jours, c'est plus difficile de le voir que de nuit. finalement, 2 jours, on voit vraiment que ceux qui sont très Très lumineux, gros, voilà. les autres, ils passent... On n'a pas l'attention forcément attirée par le phénomène. Si on n'a pas les yeux bien orientés, on a toutes les chances de ne pas le voir. Donc il y a ça. Il faut bien savoir aussi que toute la fin de la chute et ce qu'on appelle le vol sombre, ce que tu as évoqué, est quasiment invisible, notamment de nuit, on ne voit pas le vol sombre. De jour, il faut vraiment être tout près pour avoir une chance de voir un objet sombre se déplaçant très vite tomber du ciel. Si on n'est pas à proximité immédiate, on a toutes les chances de ne rien voir. En plus, les gens qui sont dehors, surtout à notre époque, il y a de moins en moins de gens qui sont dehors en permanence. On est tous occupés dans des véhicules. Oui, et puis en plus, avec la pollution lumineuse qu'on a aujourd'hui, les objets les moins Exactement. lumineux sont d'autant moins vus. Quand on est dehors, quand on a la chance quand même d'être dehors, on a peu de chance d'être en train de regarder le ciel. On est souvent occupé à quelque chose, donc on n'a pas forcément le regard à observer le ciel tranquillement. Et ça tombe, c'est pas comme vous faites une soirée de surveillance du ciel ou d'observation des étoiles. Généralement, c'est là que le bolide se produit. Ça peut arriver, mais ce n'est pas la majorité des cas. Donc tout ça se cumulé, ça fait que finalement, avoir les chances d'observer quelque chose et de voir tomber un météorite pour n'avoir quasiment plus qu'à aller la chercher, la baisser pour la ramasser, c'est quasiment exceptionnel. Donc ça arrive de moins en moins parce qu'il y a moins en moins de gens qui travaillent dehors dans la nature. Au 19e siècle, les gens étaient dehors. Il y en avait beaucoup, effectivement. Ils travaillaient dans les champs, ils entendaient un bruit, ils regardaient, ça tombait à côté. Beaucoup de trouvailles qui ont été faites par des gens qui ont observé la chute et qui l'ont vu tomber à côté. Il y a moins de chances maintenant que ça se produise. Donc c'est quand même quelque chose de très difficile à trouver. Et une fois que c'est tombé dans un endroit accessible, mais avec un relief ou avec une végétation qui va masquer le caillou, il faut aller le chercher. Donc là, c'est la grosse difficulté et c'est ça qui va nous définir intéresser. Où il a pu. Et pourtant, aujourd'hui, on essaye. On essaye. Hein, il y a des techniques. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des différentes techniques de détection, de recherche, etc., qui existent d'ores et déjà? Oui, il y a plusieurs approches possibles. Hein. Si on va essayer d'un ordre à peu près croissant, si on part du plus simple, c'est bon, je sais qu'il y a des météorites, j'ai envie d'en chercher parce que ça m'intéresse. Je pars au hasard, je vais dans les champs, je cherche, je regarde les cailloux. Si j'aime certaines cultures que je sais différencier, parce que je me suis intéressé à la question une météorite d'un simple caillou, je peux commencer à chercher ça. Mais bon, vous n'avez quasiment aucune chance. Si, tu as beaucoup de chance. Alors ça, de petite trouver, parenthèse, plein de gens trouvent les choses. On va dire les choses par hasard, comme ça ils ont entendu parler de météorites. Et malheureusement, ils n'ont pas une connaissance approfondie, même s'ils ont une certaine culture médiatique ou peu importe, ou livresque, s'ils se sont documentés ou ils ont été voir un musée. Mais il n'empêche que plein d'objets naturels, naturels, des minéraux, ou des objets artificiels, genre fonderie de hauts fourneaux, je connais des personnes, jeune génération, qui m'ont ramené, des éclats d'obus, qui m'ont ramené des boulets de charbon, parce que eux n'avaient jamais vu un boulet de charbon. C'est pour eux, ça ne faisait pas partie de leur culture. Et effectivement, c'est tout noir, c'est bien arrondi, donc on a certains stéréotypes. Et donc cette méthode-là, amène majoritairement, pour, on va dire, 1000 objets qui vont être apportés devant des experts, sur ces 1000-là, il y a peut-être une chance sur 1000, peut-être, que là-dedans,
il y ait une météorite. Mais pourtant, toutes ces personnes sont convaincues qu'ils ont trouvé des météorites. Justement, Gilles, tu vas pouvoir nous montrer ce que tu viens de ramasser par Sortir, terre. oui, ramasser par terre. Ouais, parmi les Alors, tu l'as ramassé par terre, tu l'as sorti À de l'instant, ta boîte. hein. À l'instant, Il y en je viens a de du bol, ramasser- eh. je viens de la retrouver sur la Là, moquette. on a plus bordé de nouilles. Je là. m'attendais Alors là, pas à c'est trouver parfait. ça ici. Voilà. Dans les exemples les plus classiques d'erreurs, hein, c'est les marcassites. Marcassite. Ah, bah La oui. marcassite, c'est un minéral qui est trouvé assez facilement dans les régions en France, en Région Champagne Cré- par exemple. Crayeuse en Champagne, je viens de la Champagne. Et beaucoup de gens voient ça et comme c'est bosselé, c'est un aspect assez curieux, très particulier. Si on a un beau rognon de marcassite, ça fait très météorite. Donc il y en a plein qui ont chez eux sur leur étagère ce qui pense être une météorite. J'en ai vu quand j'ai fait des enquêtes ufologiques. Moi j'ai une météorite chez moi, il a sorti, posé sur la table, un beau rognon de marcassite de plusieurs kilos. Bon, c'était intéressant, mais c'était pas de la météorite. Quand j'étais gamin, j'entendais parler de pierres de foudre. Et en fait, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces pierres de foudre? Et c'était des marcassites. Donc, et que Mais les alors, gens ce me disaient que c'était des t'as là, c'est une météorites. marcassite ou c'est une- Alors une météorite fraîchement tombée a la particularité du fait qu'elle a traversé l'atmosphère, qu'elle a été très échauffée à très haute température, d'avoir ce qu'on appelle une croûte de fusion, c'est-à-dire une petite ça. couche de quelques dixièmes de millimètres à quelques millimètres Mais maximum. par contre, la météorite n'est pas forcément noire à l'intérieur. Non, Non. dedans, elle est généralement Non, justement, plutôt, mais c'est plutôt ça qui est blanche en intéressant. général, surtout les pierreux. Un gris. Mais par contre, l'extérieur est généralement très noir, un peu comme un morceau un peu charbon ou certains cailloux terrestres qui peuvent avoir cet aspect-là. Donc, quand il est frais, si on a un petit peu de connaissance, on peut s'apercevoir que c'est une croûte ou ce n'est pas une croûte de fusion, mais la confusion est très facile. Et moi, Mais il y a des minéraux et des roches sur Terre qui ressemblent à ça, tout à fait. Donc la confusion est y compris avec cette fameuse croûte est noire. très facile, y compris des fois pour la personne déjà très habituée et connaisseur. Il y a vraiment le doute se quelques-unes pose. qui sont difficiles à reconnaître. Donc voilà, celle-là, c'est une vraie, c'est une Bassikounou, donc elle est tombée en Mauritanie. Donc elle a une belle croûte de fusion, c'est un spécimen entier, c'est-à-dire qu'il s'est fragmenté, parce qu'on n'a pas parlé, mais les gros Ah oui. bolides, quand ils sont gros, vu l'échauffement, bien Important, souvent, c'est ça. ils peuvent se fragmenter, donc on peut observer, on y reviendra quand on parlera plus tard des chutes, ils peuvent se fragmenter en plusieurs morceaux, ça fait plusieurs boules de lumière qui se détachent, et ça fait une Même sorte de la gerbe, majorité du temps, ils se la fragmentent. majorité, surtout les sidérites. Et donc après, il va y avoir plusieurs fragments qu'on va rechercher. L'intérêt, c'est qu'on peut, dans ce cas-là, au lieu d'en rechercher, on peut en trouver peut-être plusieurs dizaines ou plusieurs milliers. Il y a des cas où il y a plusieurs milliers. C'est ça. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Tu parlais de la croûte et de l'aspect. Oui. Donc la croûte de fusion, cette petite croûte est due au fait que quand ça s'est fragmenté, suivant la hauteur, l'altitude à laquelle ça se produit, le fragment peut avoir le temps de refondre, de lui-même C'est ça. subir une ablation, d'être à nouveau modifié, donc d'avoir une croûte de fusion complètement sur la totalité de la surface. Elle peut aussi avoir des formes du fait de l'échauffement et de l'ablation. Il peut y avoir des rides ou ce qu'on appelle une orientation, une météorite orientée, c'est-à-dire qu'on voit la trace, on peut pratiquement Le fluide, on sait dans retrouver quel sens la ça position que la Et météorite ça va avait, totalement dépendre de comment le truc s'est fragmenté, est-ce qu'il s'est mis à tourner sur lui-même de sa ou nature, de pas, sa vitesse, de voilà. son angle, etc. Et celle-ci, elle montre quelque chose. Les régmaglyptes, justement, on parlait de l'ablation Un du petit peu. matériau Mm. qui se dissémine. Là, on voit déjà. Au début, oui. voit déjà. Régmaglypte, ça veut dire trace de doigt, en fait. C'est ça. Ça laisse à penser à la pâte à modeler. On prend une pâte à modeler, on le prend avec les doigts, on appuie dessus. Et c'est exactement la même impression qu'on retrouve sur des météorites assez grosses. On voit ces marques, ces petits creux, ces petites bosses. Alors ça, c'est sur de pierreux. Et on voit ici. Alors, il y en avait une qui est. L'effet sur une- Ça, c'est une ferreuse, donc métallique. on sent que la densité est beaucoup plus forte. Celle-là, c'est des densités de 4, aux environs de 4, voire 5, 4. 3 avec 4, ouais. Alors que les métalliques, c'est beaucoup pratiquement plus de lourd. l'acier pur au nickel, c'est ça. l'acier fer-nickel. Donc c'est une masse volumique souvent de l'ordre de 7-8 kg par décimètre cube. Oui, donc Et- juste pour comparer, hein, on est d'accord que l'eau, c'est 1. D'eau, c'est Oui. Hein. On va ramener Donc les un comparaisons. décimètre cube d'une sidérite, ça fait presque 8 fois le poids ça. d'un litre d'eau. Donc on sent déjà la masse à taille Voilà. égale. Celle-là est pratiquement à la même masse que celle-là. Mm. Alors que la taille est franchement différente. Et celles-là sont souvent, les métalliques sont souvent très tourmentés, très régmaglictés, hein, parce que l'effet de réaction du métal par rapport à l'effet d'ablation va être différent. Bien sûr. Et ceux-là vont souvent éclater
beaucoup plus. Les chutes de gros sidérites, souvent, donnent énormément de fragments. Et donc, on parle même carrément d'aspect d'éclat d'obus. Ce qui veut dire qu'il y a confusion possible avec des éclats d'obus, parce que ça se ressemble, mais alors, il faut analyser le métal, vraiment. D'obus, de bombes. Pour certains endroits, là où il y a eu des bombardements, si une météorite comme ça, sidérite, tombe à cet endroit-là, c'est inaperçu. Non seulement elle passe inaperçue, mais celui qui a un petit peu d'expérience comme nous, on est obligé ensuite de passer par des labos pour avoir une confirmation. Et des fois, c'est un fer nickel, on a eu le cas, on a un alliage qui est un fer nickel, et heureusement que c'est le dosage du pourcentage ou des isotopes qui va permettre de dire, attendez, non, ça c'est humain et ça c'est extraterrestre. Il est parfois assez facile d'éliminer un fragment métallique en disant c'est un éclat d'obus, de bombe, etc. Parce qu'on retrouve certaines facettes ou certaines arrondis qui font que c'est pas naturel, on voit que c'est la main de l'homme artificielle, on arrive à éliminer. Mais l'inverse c'est faux. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est tourmenté dans tous les sens que ça va pas être, que ce sera plus un éclat d'obus et que ce sera une météorite. Donc c'est à peu près l'inverse du c'est trop parfait pour être humain qu'on a eu cet été. Tout à fait, c'est un peu ça. Donc il y a des caractéristiques, mais aussi il y a des belles tromperies. C'est-à-dire que, bon, c'est ça. Il y a des stades d'expertise qui sont vraiment nécessaires à un certain moment. Mais bon, donc ça fait partie du plaisir. Ah bah oui. Quand on recherche et quand on la variété. C'est cette variété, cette difficulté. C'est tout pour l'amateur et non pas le scientifique qui cherche à analyser la structure, etc. et à comprendre. Celui qui s'y intéresse pour l'esthétisme et pour la beauté scientifique, culturelle de la chose, c'est tout le plaisir est là. Pour les collectionneurs, tout le plaisir est là. Donc la problématique, c'est que la recherche au hasard permet surtout de trouver beaucoup de trucs qui n'ont strictement rien à voir avec des météorites. Il faut vraiment beaucoup de chance pour avoir trouvé. Mais bon, on n'a pas que la recherche au pif. On a des recherches un peu plus orientées. On peut déjà avoir une recherche plus ou moins pifométrique, mais sur la base de témoignages déjà. On sait qu'il y a eu une chute, on n'y va pas au hasard, on sait qu'il y a eu une chute, on a eu quelques témoignages oraux, on sait que c'est tombé par là-bas en apparence, donc on peut déjà avoir un tout petit peu plus de chance de trouver quelque chose, mais ça reste quasiment très aléatoire. Oui. Alors après, il peut y avoir ce qui se produisait par exemple à la fin du siècle dernier, par des observatoires astronomiques et autres, c'est d'avoir, quand il y a une chute très importante, bien observée, un bon recueil de témoignages qui arrivait par un courrier à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de choses comme ça, donc par courrier, à l'Observatoire de Paris par exemple, les astronomes recevaient toute une série de témoignages et à partir des plus intéressants, ils essayaient de reconstituer sur des cartes la trajectoire, là, faire des calculs. À l'époque, ils étaient très bons en calcul à la main, hein. Il n'y avait pas d'ordinateur, mais il y avait des gens qui étaient très forts en calcul. Et j'ai cherché à reconstituer la trajectoire avec la vitesse, l'angle d'incidence, sur la base de témoignages. Petite précision, au maximum, ces calculs étaient basés sur 5 à 10 témoignages. Ah, c'est peu. C'était des gens qui donnaient des informations justement très précises et très utiles. Ouais. Voilà. Et donc ça aussi, ça amènera à l'explication de notre démarche. Mais aujourd'hui, on a des techniques un peu plus modernes de ce côté-là. Alors après, donc, les solutions ont commencé à évoluer, c'est-à-dire qu'on a pu commencer à partir sur des méthodes déjà utilisant les moyens de communication modernes, ce qui fait que maintenant, s'il y a une chute, il y a beaucoup de témoins. Très rapidement, les gens peuvent sur Internet remplir un questionnaire, tout ça, donner les informations assez rapidement, transmettre ça à un organisme collecteur ou une association, quelqu'un qui s'intéresse à ça, et qui va recueillir tous ces témoignages, mettre ça dans un logiciel, dans une moulinette informatique, qui va, à partir de tous ces témoignages, calculer une trajectoire probable, mais qui va être calculée sur la base de ces témoignages et qui va donc dépendre beaucoup de la qualité de ces témoignages. Donc là, c'est les IMO, hein, c'est le site par exemple Réforme IMO. Voilà, c'est ça. Développer un petit peu explique-moi un petit peu ce que c'est. Donc IMO, c'est International Meteor Organization, et Réforme est une plateforme française qui travaille avec l'IMO. C'est un peu comme si c'était une branche. C'est ça, la branche française, on va dire. Et donc l'idée, c'est de demander aux gens qui ont observé de venir faire l'effort de témoigner dans un questionnaire standardisé. Où on leur demande à quelle hauteur angulaire, dans quelle direction par rapport au nord, etc. Direction d'apparition, direction de disparition. Donc il y a tout un questionnaire gauche, droite, etc. ciblé qui en soi est pas trop mal fait. Moi, il n'y a pas spécialement de critique à faire là-dessus. Il y a des choses à améliorer, mais bon, c'est une très bonne idée.
L'ennui, c'est que les gens qui viennent témoigner, eux, ne sont pas préparés à ce type de questionnaire et à ce type de connaissances. Donc, lorsque l'on demande l'azimut ou l'inclinaison, ils ne savent pas si c'est par rapport à la verticale, par rapport à l'horizontale, par rapport au nord, par rapport au sud. Donc, les gens mettent des valeurs. Ils ont un questionnaire, ils remplissent pour aller à la suite et ils complètent. Alors, certains mettent des champs vides, mais d'autres mettent une valeur. Or, toutes ces valeurs-là deviennent des erreurs. Et malheureusement, on se rend compte que les gens qui ont une certaine habileté ou connaissance en le domaine de l'astronomie ne sont pas majoritaires, puisque parmi la population, ce n'est pas la majorité. En gros, après, si on doit calculer une trajectoire à partir d'informations dont les qui sont erronées, c'est ça, la majorité sont erronées. Donc on retrouve par exemple, pour une trajectoire donnée, puisque le logiciel calcule une trajectoire à partir de cet ensemble de témoignages, on retrouve des erreurs manifestes, donc tu pourras en montrer une à partir de 1 ou 2 bolides pris sur ce site-là. On voit que les gens qui sont au nord et ceux qui sont au sud de la trajectoire, il y en a qui devraient le voir passer de droite à gauche ou de gauche à droite, et on voit très bien que c'est complètement mélangé. Il y en a qui intervertissent. Et donc, simplement sur des notions de gauche à droite, on a déjà un quota d'erreur qui fait que les données ne peuvent pas être bonnes. Donc, le fonctionnement, l'idée est très bonne, sauf qu'il n'y a pas de tri particulier au niveau des témoignages. Donc du coup, ça n'a jamais amené, ça n'a pas abouti à une trouvaille. Donc on a un outil qui part d'une bonne idée, mais qui n'est pas fonctionnel. Et puis après, on a encore le niveau au-dessus, c'est-à-dire les caméras. Oui. Donc les caméras, c'est la nouvelle méthode assez récente qui consiste à utiliser des caméras, se base sur l'idée de remplacer le manque de fiabilité du témoignage humain par des capteurs physiques beaucoup plus fiable, au sens où le capteur il n'est pas trompé par ses sens, il y a toujours des erreurs de mesure et des erreurs de capteur, mais on peut les connaître, on peut les mesurer, on peut les quantifier plus facilement que le témoignage humain. Et à partir de là, à partir de 2 enregistrements sonores, 2 enregistrements filmés, caméra, photo, à passer à des endroits différents, les calculs que l'on faisait à la main, où c'est que le dernier qui était long, fastidieux, compliqué, maintenant sont faits. Ils sont toujours aussi compliqués, mais ils sont programmés, ils sont mis dans des programmes informatiques. Automatiser ça. Et après, tout ça, c'est automatisé. Le calcul, après, la reproduction se fait en quelques secondes ou en quelques dizaines de secondes. Et on peut donc obtenir des trajectoires qui sont à la fois beaucoup plus rapides à obtenir et qui sont basées sur des informations beaucoup plus fiables. Pour ça, on met des réseaux de caméras. Les premiers qui ont fait ça, c'est les Tchèques, je crois. Maintenant, on fait ça assez couramment aux États-Unis, on fait ça en Australie, on fait toujours en République tchèque, en Allemagne, en France maintenant. On met des réseaux de caméras. Plus il y a de caméras, plus on peut croiser et plus on a de chances qu'on ait des données. Il faut croiser ensuite ces données, faire que la moulinette informatique donne une trajectoire et on peut avoir une trajectoire beaucoup plus fiable. Mais c'est surtout ce qui manque, la moulinette informatique dans le domaine. Mais il manque les bonnes moulinettes. Sauf c'est les Tchèques. Oui, parce qu'il y a plusieurs programmes. Il y a des endroits où ça marche, genre États-Unis, Australie. États-Unis, et puis Amérique. Et puis il faut quand même les mesures, les photographiques et les images vont fournir un certain nombre d'informations, mais pas toute l'information. Donc après, il faut utiliser des modèles sur la physique de la chute des corps, de l'ablation, etc. C'est très compliqué scientifiquement, pour essayer de trouver notamment la trajectoire, notamment dans sa phase finale, où à la fin... Le fameux vol noir qui pose un tas de problèmes. Où même les capteurs ne voient rien. C'est ça, parce que bon, en fonction de sa vitesse, à l'origine, de sa forme, de sa masse, etc. De sa nature, de l'inclinaison, de son incidence, il y a plein de choses. Une fois qu'il est fragmenté, qu'il tombe, de la force des vents, parce que des petits fragments, ça peut déplacer de plusieurs centaines de mètres. Donc tout ça, ça améliore les choses, c'est beaucoup plus fiable, c'est actuellement les méthodes qui semblent les plus fiables et qui sont les plus prometteuses. Mais il faut quand même reconnaître que c'est des méthodes qui nécessitent un gros investissement matériel, scientifique, des grosses études derrière et des gros logiciels. Mais disons que ces systèmes, on en dispose. Je veux dire, on en dispose, ça commence, c'est vraiment les méthodes qui depuis quelques années se multiplient et comment certaines ont donné succès, c'est-à-dire qu'il y a déjà quelques météorites dans le monde qui ont été trouvées grâce à des caméras. Il y en a une qui est tombée l'année dernière près de Strasbourg, en Allemagne, tout près de Strasbourg, Reichen, et qui a été trouvée grâce à
à des images de ce type, dont une qui a été faite par un amateur, une caméra d'un amateur de Lorraine, qui a contribué à cette découverte. Qui faisait partie du réseau Boham, donc oui. un réseau qui existait en France d'astronomes amateurs qui, eux, prenaient les étoiles filantes globalement, pas spécifiquement les bolides, mais donc forcément ils sont dedans. Oui, donc il a fait une image qui est ajoutée aux images obtenues par des caméras allemandes et tchèques, ont permis de trouver cette météorite, une chondrite qui est tombée près de Strasbourg. Donc il y a des succès aux États-Unis, il y en a eu en Australie. En France, il n'y a pas eu de cas, à ma connaissance, mais ça va venir, inévitablement. Mais par contre, l'inconvénient de cette méthode-là, c'est qu'elle demande un gros investissement financier, et plus que financier. Hein. Il faut installer les caméras, il faut traiter, c'est presque du professionnel, ou de l'amateurisme très très éclairé, quoi. Et puis un temps de suivi, une régularité de suivi. Donc Oui, le projet, on ne peut pas poser le truc et attendre que ça se passe, Voilà. il faut surveiller un projet minimum. Freeport, Et ça, c'est pour trouver la trajectoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé la trajectoire, on n'a qu'à pas trouver le ou les cailloux. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir que la chance que la bonne trajectoire que vous avez trouvée donne un certain nombre de fragments qu'on va pouvoir trouver parce qu'il tombe sur un chemin, parce qu'il tombe sur une maison qui a cassé une tuile. Mais avant tout, il faut déjà déterminer une trajectoire juste. Et le plus gros problème, en général, il est là. Il y a deux gros problèmes, c'est la trajectoire, qu'elle soit précise, et ensuite c'est la chance que, au niveau du terrain, la zone concernée soit la plus réduite possible. Donc ça dépend de la trajectoire, du calcul précédent. Et ensuite qu'on ait la chance que le milieu dans lequel c'est tombé ne soit pas trop hostile à la découverte de fragments. Et ça fait beaucoup de si qui s'ajoutent, ce qui fait que... et le temps de réactivité aussi. C'est très important. Oui. C'est-à-dire que là, on a des systèmes de caméras qui, donc là, si les calculs, par exemple, les Tchèques ont fait les calculs très rapidement après l'observation des caméras, et derrière, il y avait une équipe de quelques personnes, internationales apparemment, qui étaient volontaires et disponibles pour pouvoir aller faire cette recherche sur le terrain. Recherche sur le terrain qui va dépendre des paramètres météo, de la disponibilité donc des personnes. Donc tout ça, c'est un ensemble de paramètres qui font que plus on a de distance dans le temps, plus la végétation va pousser, plus si c'est dans un champ, plus il y aura eu des cultures, des labours, retournements, et donc totalement perte à certains moments de la météorite, même si on sait que la zone est bonne. Donc il y a la réactivité aussi qui est une chose importante. Réactivité dans les calculs, définition de la trajectoire, et réactivité pour aller sur le terrain. On a un bel exemple qui est survenu le 25 février 2016, donc il y a 3 ans, il va bientôt y avoir 3 ans, une météorite qui est tombée sur la région Lorraine, qui a été par chance photographiée par une dame de Marly, près de Metz, qui était en train de faire des photographies dans son jardin, qui a eu l'excellent réflexe de tourner l'appareil photo, de prendre les oiseaux. une superbe photo. Coup de Coup de chance. Bon, le temps de réagir, de trouver les autres témoignages, de calculer la trajectoire, on n'avait que la photo, et on avait 2 autres photos de personnes qui avaient photographié, mais avec un certain délai dans le temps, de la traînée qui avait persisté pendant quelques minutes. En travaillant sur ça, on était en mode fin février quand ça s'est produit. Le temps de réagir, de calculer la trajectoire, ça nous a pris pas mal de temps. Et d'aller vérifier. C'est-à-dire que la récolte, alors, Oui, nous, avec la vérifier. méthode qu'on utilise, nous, c'était le problème de la récolte d'informations. C'est-à-dire que des personnes, il fallait parfois aller les voir pour récupérer l'information, parce qu'on n'avait pas l'adresse, pas le mail. Enfin, donc, Faire des mesures sur place. Ces fameuses vérifications de l'information faisaient qu'au fil du temps, on s'est retrouvé dans une période qui n'était plus Quand on propice était du sur tout. le terrain pour chercher, quand on était sur place du côté de Sainte-Ménéhoul, c'est par là-bas que c'est tombé, sur le terrain, la végétation, on était en plein printemps et ça poussait de partout. Et c'était déjà une zone déjà très herbeuse, beaucoup de champs, beaucoup de végétation, et en plus c'était en plein boom. Donc aller chercher des cailloux gros, comme je vous ai montré, dans une surface qui fait plusieurs kilomètres carrés, c'est quasiment peine perdue, quoi. C'est chercher une aiguille dans une botte de frein. C'est ça. Donc il faut pouvoir avoir un temps de réaction entre le moment où la chute se produit et le moment où on peut aller sur le terrain et qu'il soit le plus court possible. Et ça, c'est la grosse difficulté, y compris avec les méthodes modernes, qui sont celles qui ont plus de chances de raccourcir le délai, mais ça reste compliqué. Bon, mais on a quand même un petit problème avec ce réseau de caméras, c'est que, il y a quoi? Il y a donc une centaine de caméras à peu près en France.
Oui. Ouais. Pour le meilleur réseau, réseau Boab, pas Boab, le réseau Fripon qui s'est créé récemment et qui est un réseau scientifique organisé par l'Observatoire de Paris, l'IMCCE, etc. Donc c'est vraiment la science officielle qui a pris ça en charge et qui a développé cette idée de faire un réseau d'une centaine de caméras réparties en France sur des points recherchés avec une certaine logique et s'appuyant sur des structures scientifiques, planétarium, observatoire, etc. C'est une centaine de caméras qui, depuis quelques années maintenant, commencent à observer le ciel, surtout efficace la nuit, mais encore le jour, ça reste encore à discuter, qui donc cherchent à appliquer cette méthode, qui pour l'instant, à ma connaissance, n'a pas eu de résultat, en tout cas de trouvailles, du moins révélé en tout cas. Parce que le problème, c'est que par exemple, les Américains, les Australiens, les Tchèques, eux, ils trouvent des trucs. Effectivement, et il y a eu quelques belles trouvailles qui ont été faites avec les réseaux caméras. Mais donc là, effectivement, ce sont des personnes qui se sont vraiment investies, passent beaucoup de temps. Depuis longtemps, effectivement. C'est ça, il y a de l'expérience et il y a du suivi. Voilà, c'est pas forcément une grosse structure. Le tout, c'est d'avoir quelques bonnes informations, un traitement rapide et une intervention. J'allais dire de la réactivité aussi. Exactement. En fait. Le vrai problème, il est là. Et encore un facteur chance, il ne faut pas oublier quand même. Oui, ça va de soi. Parce qu'il y aurait aussi des essuies, des échecs. Il faut avoir la chance aussi que ça marche. En France aussi, il y a le réseau Boam qui est fait par des amateurs depuis plus longtemps que Fripon, mais qui sont moins nombreux. Et c'est une structure amateur, donc avec la fragilité du réseau amateur. Et donc, la mission, enfin, on va dire le but, n'était pas la recherche de météorites ni de bolides. Donc, eux, c'était l'étude des essaims d'étoiles filantes, s'il est sporadique. Mais alors, eux, ils ont trouvé des trucs? Non, ils ont filmé, enfin, ils ont des films, mais leur mission, enfin, c'était faire une base de données. Ils ne sont pas allés chercher derrière. C'est ça. D'accord. Dans quelques cas, ils ont eu des 2-3. Par exemple, Tioga fait partie des personnes, mais je veux dire, c'est individuel, on est bien d'accord. Oui, c'est pas la structure Boam. C'est au coup par coup, si ça se présente bien, qu'ils ont 2-3 caméras, ils peuvent faire une triangulation, le logiciel leur permet de trouver une trajectoire. Bon, ils essayent de faire quelque chose s'ils peuvent, mais c'est de façon très ponctuelle, occasionnelle, c'est le hasard qui fait que la disponibilité fait que c'est amateur. Donc je vais me risquer à dire un truc, sur ce plan-là, nous en France, on est un peu en retrait quoi. On est pas en retard, disons qu'on on est en train de combler une bonne partie du retard, mais on est en retard par rapport à certains pays, on avance par rapport à la majorité des pays, mais en retard par rapport à quelques pays qui sont leaders à la matière. Et au niveau efficacité, en tout cas, on n'a pas fait preuve d'efficacité. Pour l'instant, ces méthodes modernes n'ont pas pour l'instant apporté plus de cailloux que les méthodes... Et on en vient à la raison principale pour laquelle vous êtes là, c'est parce que vous avez eu une idée, c'est de proposer une alternative. Oui, c'est pas une idée qui n'est pas forcément lumineuse, mais disons qu'on va se poser, l'avenir le dira ou pas. Nous, en tant qu'extérieur, on a remarqué d'un côté la faiblesse du témoignage humain, qui fait la faiblesse de toutes les méthodes traditionnelles, la force des méthodes modernes, mais aussi leur faiblesse, parce que pour l'instant, il y a encore plein de choses qui font qu'elles ne sont pas au top niveau pour arriver à des résultats concrets. Donc on s'est dit, il y a quelque chose peut-être entre les deux qui n'a pas été... il y a aussi la récolte sur la multitude d'observateurs par l'IMO, l'IMO, qui compte sur un grand nombre de témoignages qui arrivent rapidement pour faire calcul avec l'informatique, pour calculer une trajectoire. Mais là, sa faiblesse est à nouveau le témoignage humain. Donc c'est dit, il n'y a personne pour l'instant qui a fait la jonction entre les deux, c'est-à-dire essayer d'avoir du témoignage humain, mais en faisant baisser sa marge d'erreur, en ayant du témoignage humain de meilleure qualité, ce qui permettrait d'avoir peut-être des résultats intéressants sans forcément avoir un investissement aussi lourd que les méthodes modernes très technologiques basées sur l'informatique, sur les caméras, sur un système. Et qui ont aussi leurs limites, les limites météo. Donc redonner un petit peu d'investissement sur la qualité du témoignage humain, parce que l'homme c'est quand même un très bon capteur, multicapteur, qui a une intelligence, qui n'est pas comme une machine réglée et puis ne peut pas s'en sortir. L'homme peut réagir, pour peu qu'il ait un certain apprentissage, qu'il ait une certaine méthodologie, il peut devenir un très bon observateur. On a vu ça dans les ovnis, on a des très bons observateurs.
On a aussi des gens qui observent très mal, malheureusement majoritaires. Mais on a aussi des très bons témoignages humains, ovnis, de gens qui rapportent très bien les faits. Par exemple, quand on arrive à identifier ce qu'il a vu, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il a fait des grosses erreurs, ou au contraire, qu'il a très bien témoigné. Et il y a des très bons témoins. Donc l'homme, s'il est bien, il a un apprentissage correct, et s'il a une bonne méthode, et qu'il est disponible, motivé, etc., il peut devenir un capteur très très bon, parce qu'en plus c'est un capteur intelligent. Donc si on arrive à avoir plusieurs témoignages humains comme ça, il y a peut-être de quoi. Il ne faut pas besoin de quelques centaines. Hein. Il n'y a pas d'en avoir quelques centaines ou quelques milliers au départ. Si sur ces quelques centaines, il y en a une dizaine, ou plusieurs dizaines, l'idéal c'est plusieurs dizaines. Mais s'il y en a un nombre réduit, mais de très bonne qualité, ça peut donner la même chose que des caméras. Et c'est là que Gilles, tu m'as dit, nous on a une petite idée, c'est pour ça qu'on va venir en parler sur ta chaîne. En fait, ce qui serait intéressant, c'est de mettre à contribution tous les gens qui lèvent les yeux au ciel et qui sont astronogeeks, parce qu'à chaque fois que vous voyez un bolide, vous avez potentiellement la possibilité d'aider des chercheurs à trouver une chute. Une chute, c'est faire une trouvaille, trouver une météorite. Mais pour ça, il faut faire preuve d'un minimum de rigueur. Et donc, Gilles et Eric, vous, ce que vous essayez de faire, c'est de mettre au point une technique pour permettre de bien définir la trajectoire d'un bolide pour espérer faire une trouvaille. Le truc, c'est qu'une personne n'est pas suffisante pour déterminer la trajectoire d'un bolide. Parce que, on le voit dans le ciel, mais est-ce qu'il est proche, est-ce qu'il est lointain, est-ce qu'il vient vers nous, est-ce qu'il s'en éloigne? Ça, c'est des choses assez difficiles à dire avec un seul point de vue. Par contre, si on a ne serait-ce que 2-3 observateurs, on peut déjà commencer par triangulation à avoir une trajectoire à peu près correcte. Tout à fait. Donc c'est le fait de, en jouant sur des observateurs et les astronomes amateurs et les gens qui écoutent cette chaîne sont potentiellement des candidats assez favorisés pour ce profil-là, c'est-à-dire des gens qui ont une certaine culture, qui ont déjà une certaine connaissance en la matière, qui ont entendu et acquis un certain nombre de bons réflexes. Ceux-là peuvent devenir des témoins assez précis et qui peuvent avoir une bonne utilité dans la convergence des différents points de vue si leur témoignage est précis, pour justement permettre de contribuer à cette reconstitution de trajectoire qui va aboutir à une zone de chute sur laquelle on pourra ensuite déclencher avec des personnes du même gabarit, mais sur une formation un petit peu différente, aller chercher sur le terrain pour espérer trouver, même si la probabilité reste limitée, pouvoir trouver peut-être des fragments d'une chute et apporter des résultats concrets aux scientifiques. Voilà, cet entretien est déjà très long jusque-là, donc on va faire une pause et on continuera vendredi prochain. En attendant, vous avez peut-être pu remarquer l'évolution du matos que je suis en train d'opérer sur la chaîne en prévision